Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Au menu ce soir, le sommet du G7 voilà, qui a été tenu la semaine dernière, tout ce qui a rapport en fait avec les décisions les plus importantes, mais aussi ce qui a été discuté autour du Moyen-Orient. Après cela, nous allons aussi parler du Conseil européen et d'Africa Forward. Donc au menu ce soir, plusieurs dossiers et certainement un regard sur l'actualité dans la région. Pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Tarek El Gamal. Bonsoir Dr Tarek El Gamal. Vous êtes expert en droit et en relations internationales. Ravi et merci d'être parmi nous ce soir pour parler de ces dossiers. Donc Dr Tarek El Gamal, nous allons quand même commencer avec l'actualité. Certainement, il y a un certain lien entre l'actualité locale, il faut le dire, et le regard de l'Égypte sur les différents, au regard des différents dossiers régionaux et internationaux. C'est le président donc Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui le vice-premier ministre pakistanais Mohammed Isaac Dar, les chefs de diplomatie saoudienne Faisal Ben Farhan et turc Hakan Fidan. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a souligné l'attachement de l'Égypte à travailler avec l'Arabie saoudite, le Pakistan, la Turquie et tous les pays arabes et régionaux afin de soutenir le protocole d'accord signé par Washington et Téhéran et faire réussir les négociations entre les deux côtés et aussi pour aboutir à un règlement juste et global de la cause palestinienne indispensable pour récupérer la stabilité dans la région. Le président Sisi s'est d'autre part félicité de la 4e réunion de chefs de diplomatie du groupe quadripartite regroupant l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie qui s'est tenue au Caire. Le président Sisi a indiqué que les derniers justement développements ont mis l'accent sur le rôle axial de ces 4 pays dans la stabilité et la sécurité régionale. Il a ainsi valorisé la récente coordination intensive entre ces pays. De leur côté, les 3 ministres se sont félicités des discussions fructueuses lors de la réunion du Caire, affirmant qu'ils s'accordaient avec le président Sisi sur la nécessité de promouvoir la coordination entre les 4 pays pour devenir un effectif cadre et institutionnel. Dr Tarek El Gamal, c'est justement le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu ici au Caire les chefs de diplomatie de ces 4 pays. Il faut justement aussi rappeler dans ce contexte que qu'un lancement des négociations directes entre Américains et Iraniens a eu lieu aujourd'hui après justement plusieurs jours de préparation, de chaos si l'on ose même dire. Mais c'est le Caire qui s'investit aussi et qui fait parallèlement aussi ces discussions pour mener des tractations autour aussi de la situation au Proche-Orient. En fin de compte, on aspire à parvenir à une paix juste et globale dans la région. Oui. Alors, ça se voit quand même avec la participation de l'Égypte au sommet groupe 7 en qualité de l'Égypte comme un pays partenaire qui s'inscrit dans une dynamique de partenariat stratégique renforcée entre l'Égypte et les puissances occidentales. Et souligne le rôle clé que joue l'Égypte dans la stabilité de la région. Dans ce cadre, bien sûr, il y a d'autres. L'Égypte tient à coordonner avec les partenaires concernant ce dossier, comme vous l'avez déjà mentionné, le Pakistan, la Turquie, et ça se voit. Il y a bien sûr aujourd'hui, comme vous l'avez mentionné, que le président Sisi a reçu le vice-PM du Pakistan. Oui. En plus le ministre des Affaires étrangères saoudien et le ministre de
Affaires étrangères de la Turquie. Oui. Alors ça exprime l'actualité présente qui se passe actuellement en Suisse concernant les moyens de coordonner, les moyens de coordination entre les deux parties, les États-Unis et l'Iran. Afin d'arriver comme vous l'avez mentionné, à un protocole d'accord définitif, ça se voit bien sûr, ça a été noté qu'il y a 2 mois, 60 jours, afin de réaliser un protocole d'accord définitif. Oui. Mais bien sûr, il y a bien sûr plusieurs difficultés qui font face à cette décision d'arriver à un accord définitif. Et bien sûr, le rôle axial des partenaires doit être présent maintenant. Et surtout, bien sûr, à noter que l'Égypte tient à jouer son rôle depuis le début et avec les autres partenaires, comme nous l'avons mentionné, alors qu'il est très nécessaire maintenant, et comme a souligné le président ici, qu'il est la nécessité d'arriver à un accord définitif, même face aux difficultés qui empêchent d'arriver, mais quand même, il est très nécessaire. Et on n'oublie pas de dire que depuis le début de cette crise, il y avait un appel, et le président Sisi a annoncé un appel au président Trump que c'est à vous de réaliser cet accord de cesser le feu entre les deux parties. Et bien sûr, le président Trump, même lors de sa présence au groupe 7, il a salué les efforts de l'Égypte concernant sa médiation pour arriver à une coordination raisonnable entre les deux parties. Très bien, donc on parle aussi, là non seulement de ce qui a rapport avec Iraniens et Américains, mais aussi la question palestinienne qui reste au cœur certainement des préoccupations de l'Égypte et qui reste au centre de l'intérêt du Caire. Il faut bien le rappeler dans ce contexte, c'est le chef de la diplomatie qui a insisté encore une fois aujourd'hui lors de sa réunion avec les 4, voilà, parmi les 4 chefs de diplomatie, y compris certainement celui de l'Égypte, voilà, insister sur la nécessité de parvenir à une paix juste et globale dans la région. Il a parlé de la question palestinienne, donc il a précisé qu'une paix juste et globale de la question palestinienne était indispensable pour récupérer la stabilité dans la région. Donc, alors que voilà, Iraniens et Américains pourraient plus ou moins parvenir à une certaine réconciliation, si l'on peut dire, un accord, le Liban reste sous tension, on parle du Liban et on a laissé un petit peu la question palestinienne de côté. Voilà, tous les regards étaient centrés sur le Liban aujourd'hui, alors on a délaissé plus ou moins la question palestinienne. Aujourd'hui, c'est l'occasion encore une fois d'insister sur la position de l'Égypte vis-à-vis de la question palestinienne. Oui, et même si vous me permettez, encore il y avait un autre dossier qui a été revisé par les 4 chefs de la diplomatie, le dossier de la Libye. Et le dossier de la Libye, en plus le dossier de Gaza, et bien sûr, à noter que l'accueil de l'Égypte
pour la conférence qui avait eu lieu à Sharm el-Sheikh en octobre 2025 Oui. et prouve comment était la nécessité de réaliser le cessez-le-feu entre Israël et Hamas. Oui. Alors, même si on est très débordé maintenant pour la question de l'Iran et les États-Unis, mais quand même, c'est très nécessaire de mettre sur la table le dossier de Gaza, parce que il y a déjà un protocole d'accord qui a été signé par les parties, et en même temps, c'est très nécessaire de réaliser le cessez-le-feu et en même temps de continuer les coordinations concernant la situation à Gaza. En plus, ils ont parlé aujourd'hui, les 4 chefs de la diplomatie, de la question du dossier de la Libye. Ce qui prouve que, bien sûr, c'est très nécessaire de parler non pas sur une partie de la région, mais toutes les crises qui se passent dans la région. Y compris le Soudan, donc. Y compris le Soudan, et bien sûr, comme vous l'avez noté, le Liban aussi. Le Liban, c'est un point très important, très nécessaire, même concernant la coordination entre l'Iran et les États-Unis. Parce que jusqu'à présent, ça n'existait pas, le cessez-le-feu n'existait pas sur le terrain Liban jusqu'à présent. Alors que c'est très nécessaire de parler de toutes les crises régionales qui se passent sur le terrain de la région. Très bien, docteur Tarek, est-ce que vous voyez que le moment aujourd'hui est propice pour justement régler toutes les questions en ce sens dans la région, c'est-à-dire toutes les questions, c'est-à-dire en fin de compte essayer de parvenir à une paix juste globale dans la région, ou c'est tout à fait le contraire? C'est-à-dire, est-ce que cette guerre qui a éclaté entre Américains et Iraniens a frayé le chemin pour une certaine stabilité dans la région, c'est-à-dire préparer le terrain pour parvenir à régler les questions de la région, ou c'est tout à fait le contraire? Peut-être on va s'enfoncer un peu plus dans le chaos. Vous savez que, à noter qu'au début de cette guerre entre l'Iran et les États-Unis, c'était la question nucléaire. Oui, c'est vrai. Alors que je n'exagère pas quand je dis que le calcul entre Israël et les États-Unis, de mon opinion, c'était un mauvais calcul. Parce que, de mon opinion, on est arrivé à cette situation, à cette crise qui a présenté beaucoup de pertes, beaucoup d'arrêts sur tous les niveaux. Beaucoup d'arrêts sur le niveau économique, sur le niveau politique, et même il n'y a rien qui a été réalisé concernant la question nucléaire. Alors que, de mon opinion, c'est un point de départ, et je réponds à votre question, c'est un point de départ afin de régler toutes ces questions et de mettre un système global concernant toutes ces questions qui est prêt à réaliser ce système, prêt à réaliser
une stabilité régionale concernant tout le terrain. Et quand je dis tout le terrain, y compris bien sûr le Liban, y compris bien sûr, je n'exagère pas quand je dis y compris aussi Gaza, même si Gaza n'est pas présente dans la question iranienne aux États-Unis, mais ça se voit qu'il est moment maintenant d'arriver à mettre tous les dossiers de la région à table. Très bien, ça va peut-être dépendre de la volonté politique des principaux acteurs. Nous allons à présent parler du G7, le groupe 7, vous avez plus ou moins mentionné lors de votre intervention. Là, je rappelle que le sommet du G7 qui s'est tenu à Évian en France, Évian-les-Bains, s'est conclu sur une remobilisation, il faut bien le rappeler, des alliés. Les principaux résultats incluent l'engagement à renforcer la défense aérienne ukrainienne, de nouvelles mesures pour accroître justement la pression sur la Russie et la promesse d'un soutien justement à la résilience énergétique de l'Ukraine. Du 15 au 17 juin, Évian-les-Bains accueillit un G7 sous haute tension dominé par les dernières évolutions de la guerre au Moyen-Orient, le conflit en Ukraine et les menaces commerciales de Donald Trump. Face à des crises qui s'entremêlent et alors qu'un protocole d'accord a été trouvé sur le conflit iranien, les dirigeants des principales économies démocratiques ont voulu préserver une position commune. Le sommet du G7 a souligné le rôle central de l'Égypte dans l'obtention d'un cessez-le-feu à Gaza et la promotion de la stabilité régionale. Les discussions ont également porté sur le renforcement du partenariat stratégique avec l'Europe et l'analyse de la reconfiguration géopolitique mondiale. Le G7 a placé également la stabilité du Moyen-Orient au cœur de ses priorités. En invitant des acteurs clés comme l'Égypte, le Qatar et les Émirats, ce sommet a reflété une prise de conscience croissante. La gouvernance mondiale ne peut être gérée par l'Occident seul. Cette présence a témoigné d'une reconnaissance croissante du fait que les crises actuelles, qu'il s'agisse de la migration, de la sécurité maritime ou de l'énergie, ne peuvent être résolues sans des partenariats régionaux solides et la construction d'arrangements sécuritaires et économiques plus participatifs. L'Égypte en particulier est perçue comme un acteur stratégique incontournable, jouant un rôle central pour la stabilité du canal de Suez et détient les clés de plusieurs dossiers épineux dans la région, de Gaza à la Libye, en passant par le Soudan. Le G7 semble adopter une nouvelle approche. Le Moyen-Orient n'est pas une arène de conflit permanent, mais un partenaire dans la création de la stabilité mondiale, condition préalable à la stabilité des marchés mondiaux de l'énergie et du commerce. En plus, les solutions politiques et diplomatiques sont plus viables et moins coûteuses que la poursuite des affrontements militaires. Ce sommet s'est tenu à un moment charnière après l'annonce d'un accord cadre entre Washington et Téhéran pour mettre fin aux hostilités. Outre la guerre en Ukraine qui entame sa 5e année, les craintes liées à la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz et en mer Rouge, couplées aux déséquilibres économiques mondiaux, ont placé la stabilité du Moyen-Orient au centre de ses priorités. Sur le plan économique, la France et pays hôtes a insisté sur la nécessité de corriger les déséquilibres structurels mondiaux, notamment entre la production chinoise, la consommation américaine et les investissements européens. L'inquiétude grandit en Occident face à l'excédent commercial record de la Chine. Le sommet a également consacré une partie de ses travaux sur l'essor irrésistible de l'intelligence artificielle.
Voilà, ce sont les Occidentaux qui se remobilisent plus ou moins pour soutenir l'Ukraine face à la Russie. Est-ce que le contexte régional, c'est-à-dire la guerre entre Américains et Iraniens, a un certain impact sur aussi les décisions des Occidentaux vis-à-vis de la question ukrainienne, ou c'est une position qui reste constante plus ou moins vis-à-vis de l'Ukraine et de la sécurité nationale des pays européens? Bien sûr, à noter que la partie majeure, c'est pour la crise iranienne avec les États-Unis. Oui. Alors que c'est la grande surface actuellement pour les États-Unis afin d'arriver à réaliser le protocole d'accord qui soit actif et en même temps réel sur le terrain. Et bien sûr, la crise ukrainienne est toujours présente, mais quand même, il y a une priorité maintenant actuelle sur le niveau régional et l'intervention des États-Unis à cette crise. De mon opinion, le président Trump donne son soutien avec une grande importance, surtout que il fallait au président Trump il lui fallait une certaine victoire, même en demi-teinte, parce qu'il fallait à Trump président Trump a réalisé un accord qui donne l'impression d'un certain exploit, d'une certaine victoire pour lui, surtout qu'il y aura des élections au mois de novembre prochain. Oui. Alors que c'est très nécessaire pour lui d'après surtout sa présence au groupe 7, de réaliser une réussite concernant le protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis. Et c'est très nécessaire, y inclut aussi le Liban. Alors que, et ça se voit que on ne peut pas faire partager la situation, c'est-à-dire il ne faut pas isoler la question de Liban avec Israël, même s'il y a la présence de Hezbollah, mais en même temps, globalement, c'est une question iranienne, américaine et bien sûr demande beaucoup d'importance, beaucoup de coordination entre tous les partis afin de réaliser un accord définitif. Très bien. À présent, en direction Bruxelles, où se trouve le Conseil européen, qui a adopté les 18 et 19 juin en courant des conclusions sur l'Ukraine, le Moyen-Orient, le prochain cadre financier pluriannuel, la compétitivité et les défis économiques mondiaux, la défense et la sécurité européenne, les questions de migration, l'élargissement des réformes, la République de Moldavie et les Balkans occidentaux. Un regard ou un compte rendu justement de la réunion qui s'est tenue voilà, le week-end dernier.
Lors du dernier sommet européen à Bruxelles, les 27 ont réaffirmé leur soutien inconditionnel à l'Ukraine et entériné le lancement des négociations d'adhésion pour l'Ukraine et la Moldavie. Les dirigeants ont également débattu de la compétitivité économique, de la défense et des dossiers migratoires. L'Union européenne a entériné l'ouverture du groupe de chapitres fondamentaux, officialisant la progression des négociations d'adhésion. Les discussions ont acté un nouveau prêt de 90 milliards d'euros et un renforcement des sanctions contre la Russie. Les dirigeants ont échangé sur les défis économiques mondiaux et amorcé les premières discussions cruciales sur le futur cadre financier pluriannuel, le budget à long terme de l'Union européenne pour 2028-2034. Le Conseil a mis l'accent sur l'approfondissement de la sécurité et de la défense du continent, en coordination avec les récentes avancées du G7. Le sujet des migrations et des drogues illicites figurait à l'agenda. Concernant les centres de rétention ou hubs de retour en dehors de l'Union européenne, le président français Emmanuel Macron a souligné que la France n'y participerait pas, les jugeant inefficaces et non conformes aux valeurs européennes. Les conclusions stipulent qu'à la suite d'un échange de vues avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le Conseil européen réaffirme son soutien indéfectible et ferme à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Le Conseil européen a également soutenu les efforts diplomatiques visant à mettre fin à l'agression militaire russe et a souligné la volonté de l'Union européenne de renforcer son engagement dans ce contexte, conformément à son objectif de promotion de la paix inscrit dans les traités de l'Union européenne. Docteur Tam, on passe de Bruxelles à Nairobi, en Afrique, au Kenya, pour parler du sommet Africa Forward qui s'est tenu à Nairobi, donc je vous rappelle, au Kenya, les 11 et 12 mai 2026. C'était le mois dernier, donc, un sommet qui a réuni plus de 30 chefs d'État africains, ainsi que le président français Emmanuel Macron. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer les relations économiques, financières, stratégiques entre l'Afrique et ses partenaires internationaux. Parmi les principaux résultats du sommet figure l'adoption de la déclaration de Nairobi qui met l'accent sur un partenariat fondé sur l'égalité, le respect mutuel, l'innovation et le développement durable. Les participants ont insisté sur la nécessité de promouvoir l'industrialisation verte, la transformation numérique et le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes africains. Le sommet a également accordé une grande importance à la réforme du système financier international. Les dirigeants africains ont demandé un accès plus équitable au financement et une révision des mécanismes de notation du risque qui augmentent le coût des emprunts pour les pays africains. Sur le plan économique, plusieurs engagements d'investissement ont été annoncés afin de soutenir les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la technologie et l'innovation sur le continent. Ces initiatives visent à stimuler la croissance économique et à créer de nouvelles opportunités d'emploi. Enfin, les participants ont adopté une déclaration consacrée à la paix et à la sécurité en Afrique, soulignant l'importance de la coopération régionale, du multilatéralisme et de la prévention des conflits pour assurer un développement durable. Le sommet de Nairobi 2026 a marqué une étape importante dans le renforcement des partenariats économiques et politiques en Afrique. Il a mis en avant les priorités du continent en matière de financement, d'innovation, de développement durable et de sécurité.
Eh bien, docteur Tarek El Gamal, c'est l'Égypte qui s'investit vraiment dans ses relations avec ses voisins dans le continent africain. Donc, on voit une activité politique plus ou moins plus intense et régulière. Voilà, ça, il faut le dire aussi, avec un rythme plus ou moins régulier. C'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui multiplie aussi les échanges avec les différents chefs d'État et présidents africains. Oui, il est à noter que concernant G7, Oui. c'est la deuxième participation de l'Égypte parce que le président Sisi a assisté au sommet G7 qui avait eu lieu à Biarritz en 2019. D'accord. En sa qualité d'ancien président de l'Union africaine. Voilà. Et de ce point de départ, concernant l'Union africaine, oui. Il a noté que les moyens de coordination continuent entre le président El-Sisi et ses homologues africains. Oui. Mais même, ça se voit que durant les 2 dernières semaines, le président Sisi a accueilli le 10 juin le président congolais, oui. Félix Tshisekedi, et bien sûr aussi le président érythréen SIS Afwerki. Voilà. Et les deux sont attachés à la question, c'est-à-dire les deux accueils sont attachés à la question du bassin du Nil et de réaliser la stabilité et de conserver la souveraineté des pays africains sur leur terrain. Ce qui prouve toujours le rôle axial de l'Égypte sur le niveau du continent africain. Je vous remercie infiniment, Dr Tarek El Gamal. Vous êtes expert en droit et en relations internationales. Merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous ce soir pour parler de toutes ces questions. Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis. À présent, je vous laisse avec un compte-rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Excellent suite au programme national international. Merci à vous, docteur. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables Mahmoud Esmat. Lors de la réunion, le président el-Sisi a passé en revue la deuxième phase des projets du renforcement du réseau électrique national. Le président el-Sisi reçoit son homologue émirati, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, qui était en visite en Égypte. Le président el-Sisi arrive en France afin de prendre part au sommet du G7 qui s'est tenu à Évian. À son arrivée, le président el-Sisi était accueilli par l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, M. Tarek Dahroug, ainsi que par des membres de l'ambassade d'Égypte à Paris. Le président el-Sisi s'entretient avec le président du Conseil européen, Antonio Costa, à Évian, en marge du sommet du G7. Le président Abdel Fattah el-Sisi tient des pourparlers avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Évian, en marge du sommet du G7. Le président el-Sisi participe à une session intitulée « Sortir des crises et assurer la stabilité au Moyen-Orient » organisée dans le cadre du sommet du G7. Le président el-Sisi se réunit avec le chancelier allemand Friedrich Merz en marge du sommet du G7. Le président français Emmanuel Macron reçoit le président Abdel Fattah el-Sisi en marge du sommet du G7.
Le président El-Sisi s'entretient avec le président américain Donald Trump en marge du sommet du G7 tenu à Évian en France. Le président El-Sisi tient une réunion avec le président brésilien Lula da Silva en marge du sommet du G7 à Évian. Le président El-Sisi participe à une session intitulée « Garantir le déploiement sûr, rapide et efficace de l'intelligence artificielle » dans le cadre du sommet du G7 à Évian en France. Dans une publication sur sa page Facebook, le président El-Sisi salue la signature du mémorandum d'entente entre les États-Unis et l'Iran, signé par le président Donald Trump et le président iranien Masoud Pezeshkian. Le président Abdel Fattah El-Sisi assiste à la cérémonie de remise du diplôme de la 3e promotion des imams du ministère de Waqf, portant le nom de l'imam Hassan al-Attar à l'Académie militaire égyptienne. La cérémonie s'est tenue dans la salle de Safwa, au siège du commandement stratégique de la nouvelle capitale.